Donc, tu avais des questions sur le Moxie. Et puis, Ouais, j'avais bah, pas mal. ouais, donc je me suis dit, ben, pourquoi pas, on se fait un petit appel comme ça pour en discuter, juste pour être sûr que ce soit clair pour toi et pour tout le monde. Je suis de loin pas un expert avec Moxie. Je suis juste un utilisateur qui adore l'outil et la technologie et ça m'intéresse énormément et je pense qu'il y a énormément de potentiel pour les années à venir et le développement de tout ce qui peut être fait avec le Moxie, que ce soit des tests ou de la quantification de la charge ou réathlétisation et toutes ces choses-là. Donc, je pense que c'est un, c'est un aspect du monde de l'entraînement qui demande à être, on va dire, recherché un petit peu plus. Voilà, d'où mon intérêt et d'où les vidéos que je fais, etc., etc. Mais en aucun cas, je suis un expert ou quoi que ce soit en la matière. Ouais, mais non, mais j'ai vu que tu l'utilisais beaucoup et surtout, en fait, tu l'utilises dans une application directe de coaching et pas forcément uniquement en recherche. Mhm. Moi, j'ai connu en fait la NIRS à l'université, Ouais. mais dans un environnement de recherche. Et dans le testing ou dans l'application, il y a souvent une grosse différence entre ce que tu peux tester, ce que tu mesures, comment tu l'utilises entre ce que tu recherches en laboratoire et comment après tu l'utilises sur le terrain. Mhm. Et c'est là un peu qu'est venue mes questions hier soir, typiquement sur l'application, carrément en compétition. Tout d'un coup, j'ai des idées qui me sont venues et je me suis dit, mais en fait, l'utiliser comme outil de gestion de l'effort dans des sports justement où la gestion de ton effort elle est liée qu'à toi. Il y a pas de il y a moins de facteurs externes. Ouais, Typiquement, je te type parlais vélo d'un ou des choses comme ça. voilà, je te parlais d'un contre-la-montre à vélo, des choses comme ça. En ce moment, je m'intéresse pas mal aux ultra-distances, aux Ironman. Et tu sais, t'as pas le droit de faire de drafting, tu peux pas rouler en peloton. Du Mhm. coup, les mecs, ils roulent en fait avec leur capteur de puissance à des puissances très, très stables pour essayer d'avoir une gestion d'effort parfaite, parce qu'en plus, ils enchaînent avec de la course et des longues distances dans le cas de l'Ironman. Et je me disais, ouais, mais typiquement, en Ironman, les championnats du monde à Hawaï, il y a beaucoup, beaucoup euh, d'athlètes et d'athlètes de haut niveau qui explosent dû aux conditions météorologiques, à la Mhm. chaleur, à l'humidité. Mhm. Et ben, ton capteur de puissance, c'est un peu remplacer les capteurs de fréquence à laquelle tu pédales. Si je prends toujours l'exemple du vélo ou la fréquence cardiaque, mais la fréquence cardiaque, c'est une mesure physiologique finalement qui prend en compte ou le numéro que tu vois sur ta montre ou sur ton capteur de vélo, il prend en compte les facteurs externes comme les facteurs météorologiques ou l'altitude Mhm. et la puissance pas. Du coup, je me suis dit, mais utiliser un truc précis comme les capteurs de puissance, mais qui donne une vision physiologique comme la NIR, c'est je suis étonné que ce soit pas déjà fait. Mhm. Avec justement des outils comme le Moxie qui maintenant existent. Et je te posais la question pour le Human, mais j'ai vu que le Human il était encore moins épais. Il semblait un peu le marketing, il semblait être encore plus dirigé vers l'utilisation justement pendant l'effort, enfin, pas qu'en testing. Et voilà, bon voilà, toutes ces questions me sont venues un peu comme ça en fin de soirée. Mhm. Et comme tu es méga actif là-dessus, je me suis dit, moi, j'allais te poser des questions. Bah écoute, tu as bien fait en tout cas de me demander. Et pour référence, c'est quoi, c'est 2 heures là, donc dans 1 heure et demie, je sais pas si tu as vu, je fais un live avec Evan pour justement parler de la plateforme et du Kickstarter et de tout ce qu'ils sont en train de développer. Donc si tu as du temps et si tu maîtrises pas trop mal l'anglais, je te conseille de venir écouter le live. Ce sera sur YouTube, sur Facebook, Instagram. Et viens seulement poser tes questions à Evan parce que lui, il est vraiment. Enfin, moi, la majorité des choses que j'ai appris, c'est de lui, avec tout ce qu'il fait Mhm. comme travail dessus. Donc, il aura certainement plus de réponses que moi. Après, je peux te dire par rapport à ce que tu viens de dire, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il y a une opportunité de quantifier l'effort et l'intensité de l'effort de manière beaucoup plus précise qu'avec avec juste un cardiofréquencemètre.
malheureusement, le cardiofréquencemètre, il est très, très bien, hein, et c'est important de l'utiliser, mais on n'a pas le volume d'éjection. Donc, c'est un des paramètres. Tu vois, c'est comme avoir la fréquence respiratoire sans avoir le volume courant. Tu as un des Mhm. paramètres, mais il te manque le deuxième pour vraiment avoir la visibilité complète sur ce Vas-y, paramètre-là. Tu vois. ensemble, ouais. Mhm. Alors qu'avec le NIRS, ben, ouais, c'est clair que tu vois exactement où tu en es par rapport à ton potentiel. Ça, c'est des choses sur lesquelles je sais que Evan est en train de travailler et Andrew Feldman aussi, qui a co-développé le Moxie, qui travaille pour Eliag et qui travaille pour Moxie également à l'heure actuelle. Il fait sa thèse, il fait son doctorat sur ce sujet-là, justement, en essayant de créer un modèle qui permettrait, en prenant les datas de SMO2, de pouvoir estimer un temps limite ou un temps jusqu'à l'échec à une puissance donnée par rapport à une valeur donnée. Donc, c'est vraiment ça le jeu. Je l'avais reçu sur le podcast, il en avait parlé à ce moment-là. Il a dit que dans un environnement qui est fermé, ça marche bien, son modèle il marche bien. C'est-à-dire si tu coupes le flux sanguin, on va dire, tu peux avoir des données qui sont super précises. Par contre, dès que tu as un système qui est ouvert avec un apport d'oxygène et une utilisation d'oxygène en même temps, ça devient beaucoup plus compliqué. Surtout quand tu parles de mouvements qui sont des gros mouvements comme le vélo, c'est polyarticulaire. Et donc, il va y avoir beaucoup de facteurs, on va dire, systémiques aussi, pas juste au niveau local. Il y a d'autres choses qui se passent. Et donc, c'est beaucoup moins simple à ce moment-là de créer des modèles prédictifs sur ce genre de choses parce que voilà, il y a le facteur volume sanguin total, il y a le facteur est-ce que ta capacité cardiaque est suffisante de manière générale. Par exemple, euh, si tu mets un Moxie sur ton deltoïde et sur ta cuisse, pendant que tu fais du vélo, certains athlètes montreront peut-être une baisse au niveau du flux sanguin dans l'épaule du fait que le corps va en fait rediriger le volume sanguin total vers les membres inférieurs, vu que c'est ceux-là qui font avancer le bateau. Et donc, toutes ces choses-là, c'est un petit peu difficile à prendre en compte avec juste un point de mesure sur la cuisse, sur des mouvements polyarticulaires comme ça. Donc, je crois que c'est là où elle est la vraie difficulté, c'est de pouvoir voilà, en gros, faire un modèle qui tienne la route au niveau systémique par rapport à une valeur qui est limitée parce qu'elle est locale et elle est unique. Donc, je pense que s'il arrive à intégrer plusieurs mesures dans son modèle, notamment, par exemple, ça peut être les deux cuisses plus une épaule, par exemple, peut-être qu'ils arrivent à faire quelque chose de plus précis. Je ne lui ai pas demandé de précision depuis que je l'ai interviewé, mais je sais que c'est les choses sur lesquelles ils avancent, autant André de son côté que Evan aussi de son côté à lui. Il en parle notamment dans un podcast qu'il a fait, c'est le The Mind Muscle Project, c'est les Australiens qui font le podcast. Très très bon podcast, et le dernier qu'ils ont fait avec Evan, il en parle un petit peu plus d'essayer en fait de créer ce modèle et de pouvoir ensuite l'inclure dans une interface digitale et facile d'utilisation, que ce soit avec un vélo ou euh, principalement ce sera développé pour le vélo dans un premier temps parce que on va dire que c'est l'application la plus directe et la plus simple avec le Moxie. Si tu prends la course à pied, par exemple, là, tu as d'autres paramètres en termes de recrutement par rapport à la vitesse, etc., qui sont un petit peu différents. Par contre, le vélo, c'est très cyclique, c'est cyclique par nature, mais il n'y a pas autant de variations que pendant la course à pied. Et donc, l'effet de la jambe ou le travail de la jambe et du vaste latéral, notamment si c'est là qu'on met le Moxie, il va être assez constant en fait au travers de l'effort. Donc, c'est vraiment sur le vélo pour l'instant qui se concentre vu que c'est plus facile à mesurer. Et donc, ça, c'est des choses qui sont en développement. Donc, je pense que dans les quelques prochaines années ou plus tard, on verra des choses qui émergent de ce côté-là avec des interfaces intéressantes qui peuvent notamment, où tu peux, et ça, c'est une des choses qu'ils vont essayer de faire avec l'application et la plateforme en ligne, c'est de pouvoir justement établir des barèmes de travail, par exemple un barème de récupération, disons à 75 ou 80% de ton SMO2, et un seuil de performance qui va être bien sûr individualisé par rapport à la personne, par rapport à des tests qui ont été faits avant. Mais par exemple, si tu sais que la personne peut désaturer en dessous de 10, ben peut-être que 10 c'est ton seuil de performance pour cet entraînement-là. Et l'application te dira en temps réel, voilà, maintenant, il faut commencer l'intervalle. Et dès que tu arrives à ton seuil, ben, elle va te dire, voilà, maintenant, temps de repos. Et elle va te forcer à attendre, ou elle va te recommander d'attendre jusqu'à ce que ton SMO2 remonte jusqu'à la valeur donnée avant de pouvoir recommencer. Donc, je pense que c'est toutes des choses qui sont en cours de développement. Ce n'est pas encore
100% là. Mais je pense que notamment le projet Moxie qui viennent de lancer va beaucoup aider dans ce sens-là. Parce que jusqu'à maintenant, le Moxie, il fallait utiliser des applications tierces pour pouvoir visionner les datas, que ce soit en temps réel ou même après coup. Et là, d'avoir quelque chose qui est fait par Moxie pour Moxie, je pense que ça va vraiment permettre d'aller un petit peu plus loin et de vraiment apporter une plus-value super intéressante dans plusieurs domaines. Je ne sais pas si ça répond à ta question, j'espère. Ouais, ça répond à ma question. Mais du coup, j'ai une autre question qui vient, c'est du moment qu'ils auront cette plateforme, est-ce que tu auras toujours accès, est-ce que tu pourras télécharger tes données pour faire une analyse, pour retirer un fichier, le mettre sur soit une sheet Excel, soit sur autre chose, et pas que ça reste en fait à l'interne, que ça devienne une boîte noire. Et puis, par exemple, je pense qu'on n'aura pas accès aux algorithmes parce que c'est là où qu'ils utiliseront, c'est là où est toute la valeur. Mais est-ce qu'on aura encore possible de retirer en fait le fichier, les données et de les Mhm. analyser toi, ou alors justement, l'application fera tout à ta place et, euh, et du coup, tu n'auras plus la vision micro. C'est hyper utile pour des personnes, en fait, c'est plus user-friendly, Mhm. si tu veux, enfin, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tout le monde pourra avoir son smartphone et puis faire ses intervalles en fonction de ce que lui dit l'application. Mais si toi, tu veux analyser ce qui se passe vraiment, tu n'auras plus les accès aux données. Mhm. Non, non, Euh, j'ai noté la question et je la poserai à Evan, juste dans le doute. Mais vu l'infrastructure actuelle des choses, quoi qu'il arrive, ton Moxie, il enregistre les données quand il est allumé. Donc, quoi qu'il arrive, tu peux toujours ensuite aller sur le petit portail web qu'ils ont et télécharger des données, ton CSV, et pouvoir mettre ça où tu veux et traiter tes données de manière indépendante à côté. Je vois pas pourquoi ils enlèveraient cette possibilité-là. Je pense que ce serait une erreur de leur part s'ils le font. Euh, Encore une fois, je ne pense pas parce que plus tu as d'accès aux données, plus tu as le potentiel que les gens vont travailler dessus, plus le produit va se développer et on va dire le champ d'application, la compréhension et les possibilités vont s'ouvrir. Donc, je pense que d'un point de vue développement, tout simplement, ça n'a pas de sens de restreindre cet accès-là. Je pense que ça restera ouvert, mais encore une fois, j'ai noté la question, je la poserai à Evan juste pour être sûr. Mais c'est vrai que tu as raison, je pense que c'est important de laisser l'accès aux données indépendantes parce que tu ne seras pas obligé d'avoir l'application. Tu pourras toujours utiliser, moi mhm, j'utilise VO2 Master Manager, l'application qui est normalement pour le VO2 Master. J'utilise cette application-là simplement pour voir mes données Moxie et pour les exporter parce que ça me fait un truc assez propre et puis ça me donne un fichier CSV qui est facile à travailler. Je peux le faire directement depuis mon téléphone après avoir fini une séance plutôt que de devoir retourner dans l'application, enfin prendre l'unité, la mettre sur mon ordi, allumer le Bluetooth, faire la synchro, télécharger les données. Donc ça économise pas mal de temps, mais je vois pas pourquoi ils enlèveraient la possibilité de faire ça. Ouais. mhm, mhm. Ouais, en tout cas, je trouve que c'est une plus-value si tu veux vraiment étudier tes données, de pouvoir tirer le fichier comme ça. Mhm. Mais je pense il y a d'autres produits qui, typiquement pour la variabilité cardiaque, qui est très à la mode en ce moment, qui développe à fond des marques comme Whoop où tu n'as aucun accès, tu n'as aucune idée en fait d'où Mhm. ils sortent leurs chiffres et tu n'as pas accès à tes intervalles RR et en fait tu n'as aucune idée. Tu aucune idée d'où Ouais, sortir. là, Euh, j'ai pas, excuse-moi de te couper. Personnellement, j'ai pas fait de recherche sur Whoop et tout ce qu'ils font, mais j'ai reçu Ben House, Dr. Ben House sur le podcast il y a un moment. D'ailleurs, que je conseille à tout le monde d'écouter parce que c'est vraiment un mec qui est, qui fait énormément de bon travail et qui comprend très, très, très bien la recherche, le monde de la recherche, tout ce qui se fait dans la recherche, que ce soit au côté nutritionnel ou côté entraînement. Et d'après notre conversation et d'après ce qu'il m'a dit, lui, il a creusé un petit peu et il se trouve que les papiers de validation pour le Whoop, ils ne sont pas là, quoi. Il y a pas vraiment de support derrière par rapport à ce qu'ils disent et ce qu'ils sortent comme info. Et comme tu as dit, ça, je pense que c'est une limitation et c'est une faiblesse d'une, peu importe l'entreprise et l'outil,
je pense que c'est une faiblesse de ne pas avoir accès complet aux data, surtout dans un monde, peut-être ça c'est un sujet pour un autre jour, mais dans un monde qui se dirige vers la décentralisation et l'accès public aux informations en termes de transactions et de données, qui change pas mal de choses en fait, et qui, je pense, euh, amène les choses vers quelque chose de plus intéressant parce que justement, tout le monde y a accès. C'est plus facile à travailler, c'est plus facile à interpréter. Tout le monde peut faire son propre travail dessus, comme tu l'as dit. Donc, écoute, je ne vois pas pourquoi ils interdiraient l'accès à ces infos-là par rapport au Moxie. Ouais. Mm. Ouais, c'est clair que ça, c'est un intérêt bien plus important si tu veux vraiment creuser le truc. Par contre, pour, je dirais, monsieur et madame tout le monde qui veut toucher un grand nombre, euh, bah, ils utiliseront, c'est beaucoup plus difficile d'utiliser. Donc, finalement, avoir simplement tout accès c'est comme ça que c'est vendu. Souvent, tout est fait pour toi et tu as juste le résultat. Ce qui peut être très utile aussi, hein, et qui peut faciliter la vie, même dans le coaching. Si d'un coup, tu appliques ça à une équipe entière, de toute façon, tu n'as pas le temps de. Si tu mets que ce soit une NIRS ou la variabilité cardiaque, tu n'as pas le temps d'analyser tous les fichiers de tous les joueurs de ton équipe. Non, mais par contre, ce que tu Euh, peux faire, enfin, à l'heure actuelle, je sais que le Moxie se synchronise avec les Garmin déjà. Et donc, tu peux avoir ta valeur SMO2 sur ta montre. Tu vois, donc déjà là, si tu as une Garmin et un Moxie, déjà, tu peux autoréguler tes intervalles sans avoir besoin d'un ordinateur, d'un téléphone ou quoi que ce soit. Tant que tu fais bien ton travail au préalable pour déterminer tes seuils de récupération et seuils de performance et que tu as un petit peu d'expérience avec l'utilisation du Moxie, voilà, tu peux baser vraiment tes entraînements dessus de manière pratique. Tu vois, où ça ne te demande pas une heure de mise en place, etc. Ça, c'est vraiment un des trucs que je cherche toujours à optimiser, bien sûr, c'est l'application et le temps d'application aussi. Tu vois, parce que si à chaque fois tu veux faire quelque chose, euh, ça te prend 15 minutes. Maintenant, pour moi, mettre un Moxie sur quelqu'un, c'est comme mettre un cardiofréquence-mètre sur quelqu'un. C'est une minute 30 maximum. Tu vois, temps de sortir le truc, sortir le scotch, le poser dessus, mettre deux bandes et ensuite appuyer sur le bouton pendant 3 secondes pour l'allumer. C'est aussi simple que ça. Je suis encore en train de travailler sur un niveau logistique. Là, je le fais avec mon téléphone. Mais vu que je prends des notes par rapport aux entraînements sur mon téléphone, ce n'est pas toujours pratique. Donc, d'avoir un iPad dédié, par exemple, qui est vraiment là pour avoir l'application, pour avoir à l'heure actuelle VO2 Master Manager, mais à l'avenir, ce sera le Moxie Portal quand l'application sera développée, de simplement pouvoir avoir ça sur ta tablette, de pouvoir le poser sur un petit trépied ou sur son support et de pouvoir mettre ça en place en 2 temps, 3 mouvements. Ça te donne vraiment un aperçu dans ce qui se passe voilà, qui va être beaucoup plus dynamique et beaucoup plus précis qu'une fréquence cardiaque. Parce que autant la fréquence cardiaque, c'est bien pour travailler dans certaines zones et certaines choses comme ça, autant c'est de loin pas aussi dynamique qu'un SMO2. Tu vois, un SMO2 sur un intervalle difficile, il va te passer de 80% au repos. Il va peut-être descendre jusqu'à, disons, je sais pas, on va dire 30%. Et sur l'intervalle de 5 minutes, il va progressivement descendre vu que tu es au-dessus de ton barème moyen. Le mot que je cherche, c'est threshold, mais je ne suis même pas sûr comment on dit ça en français. Seuil. Seuil. Seuil, ouais. Donc, quand tu passes au-dessus de ton seuil en termes de puissance, ce qui veut dire vraiment que tu es au-delà du steady state, que tu ne vas pas avoir un équilibre, mais que tu vas descendre progressivement en SMO2. Donc, pour repartir à l'exemple d'avant, tu pars à 80%, tu désatures à 30%. Ensuite, ça s'égalise un petit peu, mais ça continue à descendre parce que tu es au-dessus de ton seuil et tu termines à peut-être 15%. Et ensuite, ton repos et puis ça remonte à 80%. Ta fréquence cardiaque, elle va jamais monter d'autant et descendre d'autant. Ça ne va pas être aussi réactif. Ta fréquence cardiaque, si tu as déjà fait des intervalles avant, peut-être qu'elle va être à, je sais pas, à 110 et peut-être que tu vas monter à peut-être 160, 165, 170, suivant l'intensité, suivant la difficulté, etc. Et après, ça va redescendre vers les 110, mais ça va être plus progressif. La montée aussi. Et donc, autant la fréquence cardiaque, c'est important et ça peut être utilisé à bon escient pour la régulation de l'entraînement, autant le SMO2, ça te donne vraiment un aperçu plus précis et plus dynamique de ce qui se passe, quoi. Et puis les deux en même temps, arrivent à créer des liens entre les deux parce que typiquement la fréquence cardiaque,
tu peux avoir des modifications en fonction de différents facteurs. Si tu es en altitude puis que tu as une baisse de pression partielle, Mhm. bah, simplement ta fréquence cardiaque elle s'adapte. Si tu as fait un effort, comme tu as dit avant, tu ne redescendras jamais aussi bas que si tu pars au repos. Mhm. Euh, Ouais, alors, est-ce que tu observes la même chose avec la NIRS? Et puis, est-ce que tu peux créer des liens entre les deux, du coup? Il y a quelque chose qui se passe au niveau, euh, tu vois quelque chose au niveau de la baisse de ton SMO2, est-ce que tu arrives à faire un lien avec ce qui se passe avec ta fréquence cardiaque? je vais te sortir un petit peu les deux, trois graphiques que j'ai là des entraînements que j'ai fait récemment. Euh, c'est des petites séances hein, parce que je suis un peu en réathlé, donc c'est pas des gros efforts encore. On n'en est pas encore là. Mais je vais essayer de partager mon écran et voir si on arrive à déceler quelques trucs intéressants. Donc là, on a la fréquence cardiaque. Alors, ils sont pas directement sur le même graphique, mais c'est pas grave, ça va le faire. Donc, tac, 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 ici. Ok, c'est bon, tu vois mon écran? Ouais, Voilà, donc là, c'est un entraînement que j'ai fait hier. Tu vois mon pointeur aussi? oui, Ok, donc là, échauffement, ensuite récupération. Un des défauts du VO2 Master, c'est que si tu sors de l'application, il n'arrive pas à prendre le signal. Et donc, d'où la coupure de ok. signal là, pendant le temps de repos parce que j'ai fait autre chose. Je pense que je mettais un podcast pour faire ma séance. Du coup, ça a coupé. Et j'ai fait, l'entraînement, c'était, normalement, je l'ai noté ici. L'échauffement, j'ai fait 4 minutes à 120 watts, 2 minutes à 160 watts, 2 minutes à 200 watts en continu, 2 minutes de repos. Après, je suis parti sur 5 fois 4 minutes. Et chaque intervalle, c'était un petit peu en pyramide, donc 200, 225, 250, 225, 200 sur les 5 intervalles, avec 2 minutes de repos à chaque fois. Donc ça, c'était la séance. Donc tu as l'échauffement ici, échauffement qui était insuffisant. Et ça, tu peux le juger par le fait que si tu vois la pointe de SMO2 ici après mon échauffement, la pointe ici, j'atteins le seuil maximum après après l'intervalle à 250 watts. Donc, idéalement, tu veux avoir en gros ta batterie la plus pleine possible avant de commencer ton entraînement. C'est un petit peu le but de l'échauffement. Donc, je sais maintenant que la prochaine fois, il faut que je m'échauffe plus longtemps ou mieux pour pouvoir avoir un SMO2 qui soit au moins à 75, voire 80 avant de commencer mon entraînement. Donc, ça, c'est la première conclusion que je tire de ça. Après, tu vois que sur la première, ça descend, ça s'égalise, puis après, ça remonte un petit peu. Donc, si tu veux, la descente rapide, la raison pour laquelle ça descend rapidement et après ça s'égalise déjà, c'est que la fréquence cardiaque, elle, elle, elle interagit avec ça de manière réactive. Elle n'est pas proactive. Hein. C'est pas comme si. Ouais, ouais, bah ouais. Et donc là, tu le vois ici, tu as la fréquence cardiaque. Alors, c'est celle-là, c'est celle du premier intervalle. Donc, ça monte. Et puis après, ben, une fois que ça atteint un certain seuil, donc à peu près ici, c'est là où on voit que ça commence à. On arrive au plateau. Et après, ben, ça commence à monter gentiment parce que du coup, une fois que la fréquence cardiaque avait rattrapé, on va dire, le délai, la dette d'oxygène, si on va l'appeler comme ça, à partir de ce moment-là, on arrivait à livrer assez d'oxygène par rapport à la demande et même plus d'oxygène. On arrivait à livrer plus d'oxygène que ce qu'il en fallait pour fournir l'effort, d'où la courbe montante ici de SMO2. Donc ça, c'est ce que je vois sur la première. Après, tu vois quelque chose d'un petit peu différent sur la deuxième où ça commence par monter, mais après, sur la deuxième partie, ça redescend un peu. On voit une tendance qui est assez similaire à la première avec la fréquence cardiaque. On voit aussi que ben, ça monte, vu que là, on est à 200, 225, 250. Et ensuite, ça redescend, mais pas avec une magnitude aussi importante que les montées des deux premiers intervalles. En gros, le 4, il est un peu plus haut que le 3, que le 2, et le 5, il est un peu plus haut que le 1, alors que les puissances sont équivalentes. Mais j'attribuerais ça à la fatigue. Par contre, si tu regardes le Ok. SMO2, sur la première et la cinquième, elles sont très proches l'une de l'autre, même si en fin d'intervalle, ça ne se passe pas exactement comme en fin d'intervalle ici. Ici, tu as quand même une différence qui est assez importante encore entre le deuxième et le quatrième, même si c'est toutes les deux à 225 watts. Et là, on voit aussi une petite courbe montante et ensuite une descente. Je ne sais pas nécessairement expliquer pourquoi ça commence à monter et ensuite ça redescend.
peut-être une faiblesse au niveau cardiaque où dans un premier temps, on arrive à rattraper un petit peu le retard, mais après, même avec le débit, on n'arrive pas à soutenir l'effort. On voit aussi qu'on a une légère courbe montante ici en THB, ici aussi, alors qu'ici ça descend et ici ça descend. Donc on pourrait hypothétiquement dire qu'on a potentiellement une occlusion veineuse, donc du sang qui rentre mais plus de sang qui sort. Mais ça, tu penses que c'est dû à la contraction musculaire? Ouais, donc ça, les occlusions, c'est toujours l'interaction entre en gros ton flux sanguin ou la force de ton système cardiaque ou la force qu'il a à pousser contre une résistance qui est créée, elle, par les tensions musculaires qui sont générées pour produire l'effort. Donc là, oui, c'est très possible que, encore une fois, je suis pas en forme. Donc, c'est pas comme si c'était quelqu'un d'entraîné qui, je pense que les graphiques, ils apparaîtraient légèrement différents. Mais le fait que je crée déjà une occlusion veineuse à 225 watts, à mon avis, c'est pas top. Donc, je pencherai du côté d'un système cardiaque qui est pas encore au niveau et qui n'arrive pas, en gros, voilà, qui n'arrive pas à amener assez d'oxygène ou qui n'arrive pas à vaincre la tension musculaire qui est créée pour continuer à apporter du sang et à sortir le sang également, d'où potentiellement la petite occlusion veineuse qu'on voit ici. Mais encore une fois, ça c'est toujours à prendre avec des pincettes. Autant le SMO2, tu peux y aller un peu plus franco sur les interprétations. Autant le THB, c'est quand même quelque chose d'un petit peu plus compliqué Il y a beaucoup de facteurs limitants, c'est ça, c'est difficile c'est que des hypothèses sur qu'est-ce qui est le facteur, enfin, qu'est-ce qui a cet impact. Ça pourrait être aussi, c'est sur le rameur ou sur un vélo? Non, ça c'est sur un vélo, c'est sur un bike erg. Donc, encore une fois, c'est tout des hypothèses. Et bien après, c'est clair que plus tu les vois et plus tu les expliques et plus ça a de sens. Là, mon hypothèse, ce serait que oui, à 225 et à 250 watts, c'est des occlusions veineuses qui sont créées ici et qu'avec avec encore quelques semaines d'entraînement à ces mêmes intensités, eh ben, on devrait voir on devrait pas voir ça en fait. On devrait voir quelque chose qui s'apparente plus à ce qu'on voit soit dans. Bon, note que dans la première, on voit une montée assez conséquente du volume sanguin, mais on n'a pas une courbe descendante de SMO2. Donc, on dit occlusion veineuse quand tu as SMO2 qui descend et THB qui monte. Là, ce n'est pas le cas, vu qu'SMO2 monte aussi. Donc là, ça veut juste dire qu'il y a plus de volume sanguin. Tu vois, au début de l'intervalle, on est à 12,68. À la fin de l'intervalle, on est à 12,85. C'est des décilitres par décilitres par. Non, je ne sais plus ce que c'est l'unité du THB. C'est une bonne question. Tu te rappelles ce que c'est exactement C'est pas indiqué. C'est pas indiqué. Non, mais je sais que c'est. Une concentration. Non, la concentration, c'est le SMO2. Le THB, c'est une valeur. Je dois l'avoir dans mes notes quelque part. Donc pour ceux qui s'en rappellent, ils nous les mettront en commentaire. Mais donc voilà, ouais, on a un volume sanguin qui augmente. Et donc ça, c'est ce qu'on voit ici. Après, ici, on a un volume qui est assez plat, on va dire. Et on n'a pas une courbe descendante de SMO2 non plus. Donc, on pourrait juste dire que le volume sanguin, il reste stable. Ce qui aurait du sens aussi, parce que si on prend ce que je disais au début par rapport à l'échauffement, où en gros, je ne suis pas complètement échauffé jusqu'après le troisième intervalle. Donc, j'aurais certainement dû faire 2-3 petites répétitions de sprint en fin d'échauffement pour avoir mon SMO2 qui monte jusque-là, en sachant que le système il est beaucoup plus stable à de plus hautes intensités une fois qu'il est bien préparé en fait. Donc, plus tu as de flux sanguin et plus tu as d'intensité, plus les choses vont être justes entre guillemets par rapport au début ici où tu as des variations qui sont quand même assez importantes sur l'échauffement du fait que le volume, la taille du sample size, comment on dit ça? La taille de l'échantillon. Ouais. La taille de l'échantillon est beaucoup plus petite étant donné que le système il est au repos avant que tu commences ton échauffement. Donc, le volume total qui passe par cette partie-là de la cuisse est beaucoup plus bas qu'une fois que tu es bien échauffé. Donc, je pense que là, en fait, tu peux, les deux dernières,
j'émettrais l'hypothèse que les deux dernières ici, tu peux les interpréter de manière un petit peu plus précise du fait qu'on a un système qui est un petit peu plus stable à ce moment-là. Alors qu'ici, on voit des variations qui sont quand même, enfin, que moi, je n'ai pas vu souvent. Mais encore une fois, j'ai commencé à utiliser le Moxie il y a quelques mois et ça fait que, on va dire, 3 semaines que vraiment j'essaie de l'utiliser tous les jours si je peux. Donc, ce n'est pas comme si j'avais la science infuse et que j'avais tout compris, de loin pas. Et même quand j'envoie ce genre de graphique à des gens qui font ça depuis 5, 6, 10 ans, ils me renvoient plus de questions que moi je leur en ai posé. Tu vois. Donc, c'est vraiment assez jeune comme technologie. Et la compréhension, l'interprétation des datas, il y a encore énormément de travail à faire dessus. Il y a énormément d'impact du contexte dans lequel tu te trouves, de la personne avec qui tu travailles, de la position dans laquelle il se trouve, des actions euh, qui sont en train d'effectuer, la modalité d'entraînement qu'ils utilisent, l'état de fatigue. Enfin, il y a énormément de choses qui jouent là-dedans. Je pense que c'est d'où son intérêt, justement, parce que ça représente énormément de choses. Mais après, il faut juste savoir comment faire la part de ces choses-là et comment les interpréter, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, ouais, bah, je pense que, comme tu as dit, plus tu l'utilises, plus tu es habitué à voir ce genre de choses. Mhm. Mais là, typiquement, je me demandais, ça peut aussi être lié à ta position sur le vélo. Ça peut, ouais. Tu parles d'apprenti physique, mais en fait, ta position sur le vélo, et puis ça aussi, ça vient avec l'habitude, ta capacité à se mettre dans ces positions, ça a un gros impact. Mhm. Ça peut créer une occlusion. Si tu Exactement. as une grosse fermeture de hanche, par exemple. Ouais. Euh, Ouais, ça, c'est des choses qui sont utilisées maintenant aussi, ben, justement, quand tu fais des bike fitting. Si tu peux utiliser un Moxie quand tu essayes de trouver un vélo qui va être approprié pour toi, ça, c'est une des choses à regarder aussi, justement, c'est quel est l'impact sur le flux sanguin et sur l'apport d'oxygène dans les jambes par rapport à ta position sur le vélo. mhm. Ben, le Moxie peut te permettre de, un, optimiser ça, et deux, s'il y a un souci, déceler ça notamment chez les cyclistes, parce que c'est quelque chose qui arrive quand même, et qu'ils aient même besoin d'une opération pour faire en sorte qu'il n'y ait plus justement cette restriction du flux sanguin par rapport à l'artère qui passe sur l'avant de la cuisse. Je n'ai pas tous les termes techniques malheureusement, mais André en parle dans le podcast que j'ai fait avec lui. D'où l'intérêt de savoir vraiment ce qui se passe dans la jambe. Et des fois, c'est une et pas l'autre. Tu vois, Mhm. c'est Ouais, ouais. asymétrique. Et ça peut avoir des impacts qui sont conséquents quand même sur la performance de manière instantanée, mais aussi après sur le plus long terme, sur des déséquilibres gauche-droite qui peuvent engendrer peut-être potentiellement un risque de blessure plus élevé. Mhm. Toi, tu as déjà essayé de comparer gauche-droite, justement? J'en ai qu'un seul et pour l'instant, j'en ai commandé un deuxième, donc j'espère que dans le mois qui vient, j'en aurai deux. Ce qui ouvre énormément de possibilités, à mon avis, et d'après ce que je comprends, dans le sens où non seulement tu peux tester gauche-droite, ce qui serait intéressant parce que pendant très longtemps, j'avais un souci sur la jambe gauche, donc à voir si mon, mon vaste latéral gauche et mon vaste latéral droite fonctionnent de manière équilibrée sur un squat ou sur un vélo, par exemple. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, c'est des outils diagnostiques et des outils de monitoring qui peuvent être utilisés dans tous ces contextes-là. Donc voilà, tu fais un test sur un vélo ou sur un squat avec un Moxie sur chaque jambe. Si tu décèles des déséquilibres importants, c'est des choses que tu peux adresser au travers de différents protocoles, que ce soit du renforcement musculaire, du développement hypertrophique focalisé sur un côté. Donc non, je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais je me réjouis d'avoir deux Moxie pour non seulement pouvoir faire ça, pouvoir faire des choses comme en mettre un sur le quadri et un sur les ischios aussi pendant la course, même sur une même jambe, pour voir les différents patterns de recrutement à différentes vitesses selon l'état de la personne, etc. Pouvoir faire un test 5-1-5 avec un Moxie sur la cuisse et un Moxie sur l'épaule, encore une fois, ça te donne ce point de vue systémique par rapport au flux sanguin, par rapport à la vasoconstriction, vasodilatation, qui est beaucoup plus important qu'avec juste un seul point de données. Donc, je pense vraiment que l'outil en tant que tel, même une unité, c'est super intéressant. Mais dès que tu commences à en ajouter plus qu'un, deux, trois, plus, après, ça devient un petit peu encombrant. Mais si tu veux faire un truc vraiment bien, tu en as un sur chaque jambe et un sur l'épaule. Là, tu as beaucoup plus de données avec lesquelles travailler.
et potentiellement, potentiellement beaucoup plus de questions à te poser aussi. Mais je pense que c'est ça qui va faire avancer les conversations et potentiellement trouver des consensus ou valider certaines hypothèses par rapport à ce qui se passe dans certaines situations. Pourquoi est-ce qu'on voit ça sur le THB de la jambe gauche mais pas de la jambe droite? Est-ce qu'il y a un antécédent de blessure? Est-ce que, comme tu as dit, il y a un problème au niveau de la position sur le vélo? Un problème de recrutement tout simplement? Je veux dire, il y a énormément de questions qui peuvent se poser, mais si tu n'as pas ces données-là, tu ne peux pas te poser ces questions. Donc d'où je pense l'intérêt de l'utiliser le plus possible pour vraiment avoir un maximum d'infos avec lesquelles travailler. Ouais, ouais. Et puis, toi, du coup, tu utilises toujours sur la même jambe ou même si tu n'en as qu'un, tu fais une fois sur une jambe, une fois sur l'autre. Tu as essayé de répéter un entraînement, mais en le mettant sur l'autre jambe. Et du coup, bah, évidemment, tu as l'effet de l'entraînement en avant, mais juste par curiosité, en fait, Ouais, changer de jambe. bonne question, pas encore. Pas encore. Donc, pour l'instant, je l'ai fait sur qu'une jambe, en sachant que l'entraînement que j'ai fait là, je l'ai répété que 2 fois pour l'instant, parce que j'ai commencé à faire ça la semaine dernière. Mon objectif, j'ai des objectifs de performance sur le rameur, pas à court terme, plutôt à moyen long terme, vu que, comme je t'ai dit, je suis en réathlé à l'heure actuelle. Euh, mais mon but, ce serait de pouvoir répéter certaines séances, comme par exemple la séance que j'ai faite là, elle commence à devenir assez facile. Et donc, j'aimerais me diriger vers, par exemple, 5 fois 4 minutes à 250 watts avec 2 minutes de repos et pouvoir faire ça, quitte à le faire 2 fois par semaine pendant tous les mois qui viennent, euh, même si ce n'est pas d'un point de vue protocole d'entraînement, mais vraiment d'un point de vue analyse de ce que je vois, des progrès, des différences. Voilà, par exemple, demain, si je vais à la salle et que je me sens bien, je vais faire cette séance avec 5 intervalles à 250 watts. À quoi va ressembler cette séance dans 3-4 mois, une fois que j'aurai pas mal de développement au niveau de mes performances? Est-ce qu'on voit une désaturation beaucoup plus basse? Est-ce qu'on voit un niveau de SMO2 beaucoup plus haut pendant les temps de repos, dû à une meilleure oxygénation, dû à un meilleur flux sanguin, meilleure densité mitochondriale, capillaire, etc. Donc, c'est toutes des questions en fait qui, pour l'instant, n'ont pas nécessairement de réponse. Tu trouves, il y a des blogs de 2-3 personnes qui ont fait un petit peu des N equals 1, des petits projets de recherche sur eux-mêmes par rapport à ces choses-là. Donc, tu peux trouver un petit peu d'infos, mais pas autant qu'on le voudrait. Donc, c'est clair que si tout le monde faisait un petit peu de ça et ensuite ramenait toutes leurs infos de manière centralisée pour essayer de les interpréter et mieux les comprendre et expliquer certaines choses, je pense que ça pourrait vachement faire avancer la chose, mais en même temps, ça demande pas mal de boulot, quoi. Ouais, clairement, clairement. Mais c'est un peu l'objectif et les possibilités qu'offre justement la future plateforme Moxie, si j'ai bien compris. C'est ça. Et ouais, ça pourrait créer des échantillons et faire des études qui sont difficilement faisables si le même chercheur essaie de récolter son échantillon. Mhm. Euh, Exactement, ouais. et puis, du coup, là, pendant que tu parlais, il y a d'autres questions qui me sont venues. Est-ce que tu as essayé de faire justement des séries de squats avec ou n'importe quel exercice avec le Moxie et puis en utilisant des blood flow restrictions ou même, je sais pas si tu as une unité comme un complexe de simulation et en même temps de mesurer l'effet que ça a avec l'oxy. Ouais, c'est super intéressant. J'y ai pensé à tout ça. J'ai pas encore eu l'occasion de le mettre en application. C'est des choses que je veux explorer. La restriction, le BFR notamment, qui est, à mon avis, est quelque chose de très intéressant, que ce soit au niveau de l'entraînement, au niveau de l'échauffement aussi. Tu vois, potentiellement, encore une fois, faire ma séance type et peut-être en échauffement, une fois, je vais faire un échauffement respiratoire avec le P100, voir l'effet que ça a potentiellement sur ma fréquence cardiaque, sur mon SMO2. Une autre fois, faire un échauffement avec du BFR, voir si on peut faire, tu vois, monter le THB, le volume sanguin, et est-ce que ça peut amener une plus-value au niveau de l'échauffement et de l'entraînement
qui va suivre. C'est des super questions et je me réjouis d'essayer d'y répondre dans dans les semaines et les mois qui viennent, quoi. C'est vraiment ça. J'ai encore 2-3 minutes Ouais. avec toi. Après, il va falloir que je file. J'espère que ça te dérange Ouais, pas. pas de souci, pas de souci. Non, c'est déjà super sympa d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. C'est clair que là, en fait, on se dit que c'est là l'utilité de l'appareil, c'est que toutes ces questions, en fait, on voit on peut tester plein de trucs et puis on peut l'utiliser dans plein de protocoles différents, de protocoles Mhm. d'entraînement ou Mhm. protocoles de tests Mhm. différents. Ouais, ouais. Et je Et, pense qu'il y a énormément à explorer encore. Je pense là, encore une fois, la réathlétisation, c'est vraiment un domaine qui pourrait bénéficier de cette technologie-là. Tu vois, surtout d'avoir des valeurs clés. Tu parles de profil force-vitesse sur quelqu'un. Idéalement, tu veux son profil force-vitesse euh, avant qu'il se blesse pour que quand il se blesse, tu puisses avoir des valeurs près pour que tu puisses comparer tes valeurs post en réathlé et t'assurer qu'on les remette au même niveau. Surtout côté force, parce que si je me souviens bien, c'est ça qui pêche le plus et le plus longtemps, par exemple après un souci aux ischios, et pouvoir rétablir ça de manière équivalente aux valeurs pré, eh ben, tu peux faire pareil avec le Moxie, tu peux avoir tes valeurs pré, et puis après, tu sais que pour cette personne, eh ben, jusqu'à ce qu'on ait atteint nos valeurs post qui sont équivalentes aux pré, eh ben, il y a encore du travail à faire. Tu vois ce que je veux dire? mhm. Ouais, clairement. Ouais, ouais, c'est cool. Il y a plein de trucs à faire. Mhm. Mais comme tu as dit, ouais, il faut, ça prend du temps en fait, de pouvoir tout tester et puis de comprendre ce qui se passe à chaque fois. Le faire une fois, le tester une fois, en fait, ça nous donne très peu d'indications si on ne compare pas avec une deuxième fois quand on peut pas. Ouais, il y a que des hypothèses. C'est ça. Mais plus tu le fais, ben, plus tes hypothèses deviennent robustes et plus tu peux éliminer les Ouais. choses qui n'ont pas de sens. Donc, je pense que c'est une histoire de temps. Voilà, c'est tout. Du coup, ton entraînement, dernière question, 4 fois 5 minutes, c'est ça? Tu 5 vas fois 4, rester ouais. à 5 fois 4. Tu veux augmenter ou tu veux rester à 250 et puis justement l'utiliser un peu comme, en fait, comme ton test personnalisé sur lequel tu pourras rajouter des facteurs, des composants. Un peu, c'est ton test de base et tu peux le comparer avec plein d'autres facteurs que tu rajouterais, Ouais, comme ouais, il y a pas vraiment de, il y a pas vraiment de, j'ai pas développé le, j'ai pas développé le protocole d'entraînement de le manière scientifique. protocole. Ouais. C'est vraiment, j'ai pris un truc de base qui se fait très souvent sur un vélo ou sur un rameur, le format, on va dire. Et après, voilà, c'est ça, Ouais. ça va être d'avoir une base en gros et de pouvoir ensuite tester avec un paramètre à la fois. Tu vois, si maintenant voilà, si je fais des intervalles avec une vitesse progressive, par exemple, en faisant disons que je l'ai fait une fois à 250 watts. La fois d'après, les intervalles, peut-être, je vais les pousser à 5 minutes, je pense, parce que ça permet une base de travail un peu plus large et de pouvoir faire, par exemple, 230, 1 minute, 240, 250, 260, 270 sur 5 minutes. La moyenne, ça reste Mhm. 250. Quel est l'effet sur le SMO2? Quel est l'effet sur la fréquence cardiaque? Quel est l'effet sur le système respiratoire? Inversement, commencer à 270 et y aller en dégradé comme ça vers le bas. Donc, tout des choses dont Evan parle aussi, des façons de structurer l'entraînement par rapport aux limitations de ton athlète. Donc, vraiment voir en fait quel est l'effet sur la physiologie, sur la fréquence cardiaque de ces différentes mini-modifications au sein du protocole et qu'est-ce que ça peut apporter qu'est-ce qui, voilà, de quoi il faut être conscient quand tu programmes ce genre de choses, pour qui et pourquoi. C'est vraiment ça. Mhm. Ouais, d'où l'utilité en fait, de le faire porter tout le temps, soit à toi quand tu t'entraînes, soit à tes athlètes, parce que finalement, autrement, ça fait un protocole de testing, ou enfin, ça fait un nombre de tests ahurissant si tu utilises juste en sous forme de test. C'est ça. Mais si tu l'utilises dans l'entraînement, tu peux combiner entraînement et test pour réaligner tes protocoles d'entraînement au fur et à mesure. C'est ça. Je pense que c'est Ouais, vraiment là ouais, l'intérêt principal, il va être là. Autant le testing, c'est très ouais. important, autant l'autorégulation et la vision directe sur ce qui se passe par rapport à ce que tu mets en place, par rapport à l'état de l'athlète le jour même. Je pense qu'il y a énormément de potentiel de ce côté-là. Léo, je suis Ouais, désolé, je vais devoir te laisser. En tout ouais, cas, ouais, merci pas de pour toutes souci. tes questions. C'était cool d'échanger avec toi. Comme je t'ai dit
par message, ces petits échanges, moi, ça me permet d'essayer de développer un petit peu ces idées dans ma tête aussi, de les verbaliser. Je pense que c'est quelque chose qui aide beaucoup, pour moi en tout cas. Et j'espère que d'autres gens auront des questions aussi pertinentes que les tiennes. Et donc, pour tous ceux qui regardent ça, n'hésitez pas à mettre vos questions et vos idées et vos pensées en commentaire. Je pense que ça aidera tout le monde à avancer. Voilà. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup. Un de ces quatre. Bon Allez, ciao. après-midi.